Salut à tous, bienvenue dans Confidence. Alors, vous êtes sur Siam TV, ne zappez pas. Aujourd'hui, vous allez avoir une émission super instructive et intéressante, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Je suis avec Nihel. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Elle Et est toi? trop belle, regarde sa petite tête, on a envie de faire des bisous et tout. Nihel, c'est une amie à moi et justement, elle va raconter son histoire parce qu'elle est atteinte du xénoderma pigmentosum. Zéro. Ah, pardon. Xéroderma pigmentosum. Je me suis entraînée pourtant de le dire avant l'interview. Et donc, c'est la maladie des enfants de la Lune. Elle nous a ramené son petit casque. Donc voilà, on va parler de ta condition, on va parler de confiance en soi, on va parler du rejet, on va parler de plein de sujets justement qui peuvent vous intéresser parce que même si on n'a pas forcément une maladie, on est toujours confrontée à ce genre de choses. Moi, je l'ai contactée sur les réseaux sociaux parce que c'est une personne qui a un grand cœur, qui fait beaucoup d'humanitaire également et qui est partie en Algérie. Il y a des associations et malheureusement, ils sont très mal équipamentés pour les enfants de la Lune en Algérie. Et c'est de là où je t'ai contactée parce que je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais. Après, il faut savoir que moi, je suis née en Algérie. T'es née en Algérie, ouais. Et en fait, de base, ma famille, j'étais censée être en Algérie, rester algérienne. Et je le suis encore. Hein. Ouais, mais rester vivre là-bas. Mais vivre là-bas, alors qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, c'est très compliqué. Vu que j'avais cette pathologie-là, mes parents ont décidé de refaire toute leur vie à zéro et de venir en France dans l'espoir d'avoir un remède. De base, c'était ça l'idée. Mais même en France, même dans d'autres pays, il n'y a pas de remède à ça. Tu es toujours confrontée à des problématiques. Du coup, c'est juste, il y a des choses qui sont mises en place, mais il n'y a pas forcément de remède à ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton petit parcours personnel depuis l'enfance? Tu es née en Algérie. T'as des frères et sœurs qui sont plus âgés que toi ou Non, je suis l'aînée et j'ai des frères et sœurs, c'est des triplés, mais ce sont pas des enfants de la Lune. Trop bien, des triplés. Après, je pense que c'est bien de mettre une petite définition Alors oui, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce qu'un enfant de la Lune. Qu'est-ce qu'un enfant de la Lune et à quel moment tu as appris que tu avais cette pathologie? Un enfant de la Lune, on dit enfant parce que c'est une maladie orpheline et génétique et elle est très très rare. Et de la Lune parce que c'est seulement la nuit qu'on peut sortir sans protection, en toute liberté. Et du coup, c'est une allergie totale aux UV, que ce soit le soleil, que ce soit le feu par exemple, on ne peut pas s'approcher beaucoup du feu. Après, il y a les vieilles ampoules, les vieux néons et tout ça qui peuvent émettre des UV. Et ça, moi, je peux vivre avec cette pathologie parce qu'à chaque fois, je vérifie s'il y a des UV dans mon environnement avec une sorte de dosimètre. En plus de ça, ça veut dire que si, par exemple, là, chez toi, j'ai vérifié, il n'y a pas d'UV, là, j'ai pu enlever mon masque. Mais par exemple, si chez toi, il y avait des UV, je serais obligée de le garder. Et c'est pas juste le masque, c'est vraiment de la tête aux pieds. Il faut que je veille à mettre des gants anti-UV qui sont... Tu peux nous montrer comment tu prépares, avant de sortir dehors, par exemple. Là, par exemple, il faut ma veste, parce que genre, le coton tout seul, il y a des UV qui passent. Du coup, il faut que je veille à que ça soit des vêtements opaques qui ne laissent pas passer les UV. Du coup, chaussures montantes, c'est pas des claquettes, des sandales, ça passe pas. Des gants UV et un casque. Et ça, ce casque, il me permet de respirer, oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de ventilateur. Trop bien. Une sorte de ventilation qui est reliée à une batterie externe. Et c'est ce qui me permet de sortir, de faire ma vie. Et c'est tout un... Moi, je dis que c'est un style de vie en fait à avoir. Et moi, je me suis complètement habituée à ça. D'accord. Et ça me limite pas pour autant. Il y a ce truc, ça reste une maladie qui est grave en soi. C'est grave si on se protège pas. On peut avoir des cancers de la peau. Et ça, c'est de l'hyperpigmentation que vous voyez sur ma peau. C'est dû à des UV. Mais par exemple, j'ai eu de temps... moi, je suis quelqu'un qui me protège assez. Mais même malgré ma protection constante,
ça m'arrive des fois d'avoir des lésions qui peuvent devenir cancéreuses. Wow. Et du coup, il faut veiller à chaque fois. Moi, dès qu'il y a une anomalie sur ma peau, je vais aller voir mon dermatologue et il fait en sorte de l'enlever, de l'extraire et tout ça, au cas où c'est un cancer de la peau. J'ai pas eu de soucis, mais il faut savoir qu'un enfant de la Lune qui ne se protège pas et qui sort, eh ben, il peut avoir des complications au niveau de sa peau, au niveau génétique et tout ça. Il faut avoir un suivi très régulier et même au niveau des yeux. Voilà. C'est quoi l'espérance de vie pour un enfant de la Lune qui vit par exemple, je sais pas, dans un pays qui est très, très chaud et très pauvre et qui ne peut pas justement s'équipementer? C'est rare qu'il monte à l'âge adulte. Après, il peut y avoir des exceptions, hein. Je ne dis pas le contraire, mais c'est très rare. C'est pour ça qu'on nous appelle les enfants de la Lune, parce que généralement, bah, on reste enfant, quoi. Ouais. C'est là, on va dire, là, vous faites, ça va, je fais partie de ceux qui ont des plus vieux, le cap, mais voilà, généralement, moi, je sais que vers la vingtaine, à partir de là, c'est fini. Ah ouais, punaise. Et donc, ça, c'est quand on n'a pas toutes ces protections. Mais maintenant que tu as toutes ces protections, etc., est-ce que tu as quand même des risques d'avoir quand même des maladies liées à cette maladie plus tard? Moi, pour mon cas, parce que je fais super attention, je suis méga rigoureuse, moi, je sais que je peux monter sans problème niveau âge. Mais genre, en soi, si je me protège, j'ai pas de soucis. Mais c'est si je me protège pas que j'aurai... Et donc, du coup, pour revenir à ton histoire, j'aimerais que tu me dises comment, en fait, tes parents, ils ont appris que tu étais atteinte de cette maladie. À quel âge t'en as pris conscience? Sachez que j'ai aucun antécédent familial. Du coup, pourtant c'est génétique, non? Pourtant c'est génétique, okay. Mais pour autant il n'y a personne dans ma famille. Et j'ai cherché, j'ai cherché, mais non, il n'y a aucune personne. Et pour autant, c'est tombé sur moi. Et moi, je suis née en Algérie. Mes parents avaient une très bonne situation en Algérie. Mon père était avocat et ma mère architecte. Et ils avaient leur premier enfant, qui est moi. Au début, je suis née sans pigments. Et c'est à l'âge de mes 1 an. 1 an, ça veut dire que 1 an, j'étais au soleil. 1 an, j'étais à la plage. J'étais sous le soleil d'Algérie. 1 an, j'ai rien eu. Et l'âge de mes 1 an, genre l'anniversaire de mes 1 an, c'est là où j'ai commencé à être hyper pigmentée. Et là, mes parents ils se sont dit, bon, c'est bizarre cet enfant. D'un coup, c'est pigment, mais au début, ils pensaient que c'était des taches de rousseur. Mais en fait, au fil des mois, j'en avais encore plus. Et du coup, et aussi, j'avais un bouton. Un bouton à 1 an et demi, un gosse qui a un bouton, c'est un peu bizarre. Du coup, ma mère, elle est partie voir un dermatologue. Et le dermatologue, il savait ce que j'avais. Parce que déjà, j'avais tout le... Genre, en fait, j'avais les yeux hyper rouges. Je souffrais de sécheresse cutanée, de tout. Il y avait tout qui allait pas. Et moi, en plus, ma mère, elle m'a dit que j'étais un bébé qui essayait de se protéger. Genre, par exemple, elle me mettait derrière la voiture, derrière le siège arrière, et je me mettais sous les sièges, par exemple. Tu sentais peut-être je sais pas, j'étais pas consciente à ce moment-là, mais elle me disait oui. Et par exemple, elle me disait que j'adorais dormir toute seule, mais dans le noir. J'avais pas la petite veilleuse que chaque enfant a. Moi, je voulais rester tout le temps dans le noir. Et ça, c'est inconscient. C'est l'instinct de survie, peut-être? Je sais pas. À mes 1 an, j'avais un instinct de survie fou. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, quand j'étais diagnostiquée comme un enfant de la Lune, au départ, ma famille, ça n'existe pas. Ils étaient vraiment dans un déni total. Ils étaient en mode non, mais regarde, elle rigole, elle sourit, elle est belle, elle est mignonne, laisse-la vivre tranquillement et tout.
Et pour autant, ma mère, elle était à chaque fois, elle était hyper inquiète. Mon père a demandé d'autres avis médicaux et ils arrivaient toujours à la même conclusion. J'étais un enfant de la Lune et si je restais en Algérie, eh ben, j'allais pas durer très longtemps. Wow. Parce qu'à l'époque, moi, ben, vers les années 2000, là, au début 2000, ben, il n'y avait rien. Genre, il n'y avait rien du tout. Même ce casque, il n'existait pas. Hein. C'était pas ce casque avant. Et du coup, ben, vu qu'il n'y avait pas de solution en Algérie, on est parti voir d'autres pays. Et c'est tombé sur la France parce qu'on avait de la famille ici. Mais mes parents, ils pensaient qu'il y aurait un remède. Mais il n'y avait pas. Mais pour autant, il y avait des chercheurs qui disaient oui, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et il y avait l'association des enfants de la Lune en France qui venait ont un peu guider mes parents par rapport à ça. C'est bien ça. Par exemple, avant, ben, chez moi, tout était barricadé. Du scotch noir sur les fenêtres. Ma mère, genre le moindre petite lumière, je vivais vraiment dans le noir. Et même mes frères et sœurs, quand c'est des triplés, et ben, vu que c'est une maladie génétique, elles pensaient que ça serait 3 enfants de la Lune. Et ça, c'était un stress en plus pour elles, pour mes parents, quoi. C'est un enfant de la Lune, ils n'en pouvaient plus. Alors imaginez 3, et c'est vraiment... Ils sont pas du tout... Et c'est pas jusqu'à maintenant, ils sont un peu... c'était une période très, très compliquée, que ce soit financière, que ce soit parce qu'après, ils ont quitté l'Algérie. Quand ils sont venus en France, leur diplôme, ils ont dû... À zéro. Raconte un petit peu ce changement, parce qu'ils étaient confortables en Algérie. C'est ça. Ta maman architecte, ton papa... Là, genre au départ, on mangeait au resto du cœur, on faisait des trucs comme ça. Donc, genre on vivait dans des HLM et ainsi de suite. Donc, et là, en fait, il n'y avait pas d'équivalence par rapport à leur diplôme en fait, ma mère, elle a dû refaire 2 ans d'études. C'est fou ça. Et ton papa, il faisait quoi déjà? Il était avocat. Donc avocat. Mais ça marche pas. Donc le bac le bac L et le droit, il n'est pas du tout le même qu'en Algérie. Et du coup, il avait pas. En fait, il fallait qu'il subvienne aux besoins du foyer. Du coup, il faisait des petits boulots, agent de sécurité par là, et ainsi de suite. Et après, alhamdoulilah, genre, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, malgré ses enfants, elle a fait ses études d'architecte. Elle a recommencé tout. Elle a tout recommencé. Et maintenant, elle a son cabinet, tout ça. Et mon père, il a un bon job au consulat d'Algérie. Du coup, je pense son diplôme a été accepté et tout ça. Et au consulat d'Algérie, ils se sont bien accrochés. C'est dur. C'est juste de la persévérance. Mais tu m'étonnes. Jusqu'à maintenant, c'est que de la persévérance. Ils étaient confortables. Après, ils ont changé de vie. Et pour autant, c'est pas ça qui les a freinés. Et au fil du temps, voilà quoi, ils ont 4 enfants. On est tous à l'école, on a tous fait notre vie et tout va bien. Donc vous atterrissez dans quelle ville? Lyon, c'est ça? Saint-Étienne. Saint-Étienne, à côté de Lyon? Oui, à côté. Du coup là, il n'y a pas trop de soleil là-bas, donc en principe en France, ça va niveau soleil. Hein, pas... Surtout en hiver, là, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est trop triste, le soleil, il s'est déjà couché, il est déjà 17h. Moi, je suis là, je suis en mode, mais non, c'est là où il faut sortir. C'est là où il faut sortir. Bah ouais. Non, c'est vrai que automne-hiver, c'est vraiment ma saison. C'est là où je peux sortir un peu, m'habiller comme je veux. En fait, c'est pas m'habiller comme je veux, c'est avoir plus d'options. Ouais, d'options, ouais. Alors que quand je suis en été, c'est vraiment, j'ai 2 options, quoi. Ouais. Je suis quand on s'est vu en Algérie, t'avais une genre de tunique. Ouais. J'ai juste Non, c'est même pas une tunique, c'est ma veste d'été, ça. Ta veste d'été. Genre, j'ai ma veste d'été et sinon, pantalon, débardeur. Je te jure, c'est que ça ma tenue. Pantalon et ton casque. C'est ça. Et ma tenue, et ma veste d'été, c'est tout. C'est ça ma tenue en été. Alors qu'en hiver, ça va. Tu vois, j'ai la possibilité de faire un peu ce que je souhaite. Et du coup, on a été, si on revient à l'histoire pour mes parents, ils ont été beaucoup soutenus par l'association des enfants de la Lune en France. Et j'avais pas ce masque, j'avais un masque un peu comme une burqa blanche, anti-UV, de tissu anti-UV avec une lunette de ski.
Du coup, on ne voyait pas du tout mon visage. Et voilà, j'ai eu ce masque jusqu'à mes 15 ans. J'aimerais bien que tu me parles aussi de cette période de ta vie, l'adolescence, parce que c'est une période, pour une femme, une jeune femme, on se cherche, Comment ça s'est passé pour toi du coup, avec cette condition et les adaptations avec que tu as ce masque en plus. Le masque, cette burqa que tu devais aller avec laquelle tu devais aller à l'école et tout. C'est ça. La période primaire, maternelle primaire, c'est un peu compliqué parce que genre, je sais que j'étais consciente de ce que je suis et pour autant, j'avais l'impression d'être dans un environnement qui ne comprend pas ce que je suis. Et quand t'es ils ne comprennent pas grand chose. Moi aussi, je suis un enfant. Ouais, je sais, mais t'es un enfant. Mais même les avec adultes. Une particularité. Genre, j'avais l'impression d'avoir mon. Genre, dis-toi que là, genre, maternelle, primaire, mes parents, ils entraient dans leur phase où ils étaient en train de se construire. J'étais énormément épaulée par eux. Et heureusement, c'est ça qui m'a permis d'avoir la force de caractère que j'ai maintenant. Mais du coup, oui, j'étais un peu... moi, je me suis toujours apparentée à Naruto. Tu vois, Naruto, au début, il avait le démon en lui, il n'y a personne qui voulait jouer avec lui, et ainsi de suite. Et pour autant, il a persévéré dans son délire dans son aventure, et il est devenu le héros. Et en soi, c'est un peu comme ça que je vois la chose... maternelle primaire, c'est que j'ai souffert d'isolement social, que ce soit vis-à-vis des enfants, mais aussi vis-à-vis des adultes, parce que par exemple, j'avais pas le droit d'aller à la récréation. C'était pour mon bien, hein, je dis pas le contraire, mais du coup, directement, j'avais l'étiquette de on traîne pas avec elle, quoi. Genre, elle est exclue. Si les adultes l'excluent du groupe, il faut l'exclure, quoi. J'ai essayé quand même d'avoir des amis, de sociabiliser et tout ça. Et en fait, au fil du temps, par exemple, le collège, ça s'est super bien passé pour moi. Il y en a, ils disent que c'est... Pour revenir à l'école primaire, parce que je pense que tu as été... il y a eu des trucs... Moi, l'école primaire, c'était horrible pour moi. Hein. Je me faisais... Parce que j'étais grosse, moi. Tu vois, j'étais une patate. Ah ouais, non, j'étais une patate. Alors, c'était horrible pour moi parce que les enfants, ils sont super méchants. Après, genre, toi, ils ont la critique mais surtout, grosse mémère. Non, c'était... non, mais après, ça va. J'ai pas non plus souffert. J'étais pas exclue. Mais je me battais, quoi. Parce que je me faisais insulter et voilà. Qu'est-ce que toi, tu as déjà eu des trucs, des réflexions blessantes? Peut-être que tu les as... éclipsé de ta mémoire, mais tu dois avoir des anecdotes où... Moi, c'était beaucoup de solitude. Mais après, il y avait beaucoup de... Oui, elle est contagieuse. À l'époque, c'était genre, ouais, il me disait, je sais pas, Fatal Bazooka. Je sais pas pourquoi. Comment? Fatal Bazooka, là, le... Pourquoi Fatal Bazooka? Je sais pas. Là, j'ai eu le souvenir là dans ma tête. Okay. On me disait quoi encore? Ouais, on me disait fantôme, on me disait plein de choses. Et c'est ce truc de l'ancien masque. En fait, on ne voyait pas mon visage. Et quand je sortais dehors, c'était un peu... Genre, les gens, ils pensent que, genre, sous ce masque, ça veut dire que vraiment, elle est déféruguée pour se cacher autant, tu vois. Mon Dieu. T'as compris? Ouais. Et en fait... En plus, dans les années 2000, là, pile avec les conflits en Afghanistan, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a avec sa burqa, celle-là? Moi, j'étais un enfant à ce moment-là. Mais oui, je sais, mais même tes petits détails, on sait pas si t'es... Ouais, mais du coup, il y a toujours ce truc de... C'est fou, hein. Miskina, faut doucement avec elle, des trucs comme ça, tu vois. Ménager beaucoup, quoi. Et, mais c'est pas ça, c'est que, genre, c'était pas moi. Genre, ce qu'ils me disent, je savais que c'était pas ce que je ressentais en vrai. Du coup, oui, c'était un peu compliqué, maternelle, primaire. Ouais, bah ouais. Et après, j'ai changé complètement d'établissement. J'ai changé de secteur, on va dire, pour le collège. Ce que tu voulais me dire là par rapport au collège, donc la différence, c'est que en fait, les gens étaient beaucoup plus matures. Ouais. Étaient bien plus matures et du coup, j'ai passé. Et aussi les aménagements. J'ai pu avoir une scolarité normale car il y avait des aménagements qui ont été mis en place, des filtres anti-UV sur les fenêtres et toute source de lumière anti-UV. Et ça, c'est avec ton école que... De ma maternelle jusqu'à mon master, ça a toujours été comme ça.
Et donc, comment tu t'y es prise pour demander ce style d'aménagement? C'est l'État qui C'est, paye? en fait, ça dépend de l'établissement. Des fois, c'est le conseil général, après le conseil régional et tout ça. Il faut faire une demande. Et à chaque fois, l'objectif, c'est, on va dire, de rentabiliser. Genre, ils savent très bien. Genre, comment dire, maternelle, s'ils font les aménagements, et ça va durer Ça va servir 4 pour ans. d'autres personnes et Non. Ça va durer. Parce qu'en fait, dis-toi, à Saint-Étienne, j'étais la seule. Hein. Ça veut dire qu'ils font des aménagements uniquement pour moi. Wow. Et c'est même pas. C'est tellement rare qu'ils s'attendent même pas qu'il y ait une autre personne qui vienne. Hein. Il y a combien de cas comme toi, du coup, en France 94. Wow. De ce que. Ah, mais vous êtes peu de ouf. Très, très peu. Et tu as une rareté de Ah ouais, je suis tellement rare, ma petite Miel. Et du coup, tu as déjà rencontré des filles de ton âge qui ont la même condition que toi ou pas? Mon âge, non, mais de ma génération, oui. Ta génération, ouais. De ma génération, oui, et même des générations plus hautes que moi et plus basses aussi que moi. Ouais. Le fait d'être lié à l'association des enfants de la Lune en France, bien, ça nous permet des fois de nous réunir sur certaines sorties et tout, et d'avoir des fois des suivis en mode ça s'est passé quoi l'année dernière tu m'as dit ça, alors maintenant ça s'est passé et tout ça, et ainsi de suite. Du coup, revenons sur ton adolescence, parce que bon, l'adolescence, on a plein de trucs, on a les changements, les hormones, les machins. Donc, comment tu l'as vécu et aussi ton rapport avec ta féminité, ça s'est passé comment pour toi? Par exemple, c'est vraiment au collège. Je sais que, par exemple, pour mes pigments, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de moche, mais j'ai jamais vu ça comme quelque chose de beau. Pour moi, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les, je sais pas, il y a les pigmentés, tu vois. Genre, pour moi, j'ai toujours trouvé ça normal. Après, il y a ce truc de, j'ai une peau très sèche et du coup, voilà, c'était vraiment le collège, c'est là où en mode, comment dire, les gens, tu découvres le maquillage, tu découvres, je sais pas, il y avait des filles qui mettaient du fond de teint, je voulais faire comme eux pour avoir une peau nickel et tout. Mais pour autant, genre quand je me mettais du fond de teint, je me trouvais beaucoup plus belle au naturel. Parce qu'en fait, je sais pas, ça cache pas bien. Ça cache pas bien. Bon, j'en ai pas autant que toi, mais j'en ai... Ça cache vraiment je sais pas. Et moi, ils sont beaucoup plus marqués que les tiens. Ça veut dire que... Mais après, regarde, t'as vu, moi, sur mes bras, bon, ça n'a rien à voir, ils sont tout petits, tu vois. Mais fais voir tes bras, toi aussi. Mais moi, je trouve ça magnifique. Moi, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais waouh, t'es trop belle, quoi. Moi, je trouve ça beau, tu vois. Mais sachant que, mince, si tu prends le soleil, tu peux tomber gravement malade. C'est ça, en fait, qui est handicapant. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Pour moi, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Il y a des gens... Vu que t'as jamais vraiment pris le soleil, tu sais pas, en fait, l'effet que ça fait. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse vraiment pas. Et comment tu fais pour aller à la plage et tout? Tu vas te baigner le soir? Sache que je peux profiter du soleil, mais il faut juste, derrière une vitre anti-UV, tu vois. D'accord, ok. Genre, en soi, je peux... je sais pas, avec mon masque, j'ai déjà senti quand même la chaleur, le truc, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais j'ai profité du soleil, mais à ma façon. Et c'est pas pour autant que j'ai envie de faire comme tout le monde. En soi, tu vois, ouais, il y a des gens, ils veulent aller se baigner. J'ai envie. Comment tu fais? Tu vas pas à la plage? Bah si, je vais à la plage, mais au coucher du soleil. Sache que il y a moins de monde, il fait plus frais, et au moins tu te crames pas la peau, tu te défonces pas. Et t'as pas des rides. Et t'as pas des rides au soleil. Et par exemple, moi je trouve que ma pathologie, elle va me permettre avoir ce style de vie, ça va m'éviter d'avoir des rides plus tard. Mais grave. Hein. Mais et en plus, j'en ai parlé à mon dermato. Hein. Il m'a dit, toi, t'es sûre que ta peau, elle va bien vieillir. Tu vas bien vieillir. Ça va. À l'adolescence, on a toujours des crushs, etc. Est-ce que tu as dû faire face au rejet? Est-ce que tu as déjà pris des râteaux parce que le mec, il voulait pas s'enquiquiner avec une personne qui avait une condition comme la tienne? Je veux pas imposer ma pathologie, tu vois. Genre, si j'ai un copain ou j'ai mon mari ou un truc comme ça, pour moi, si de base il a un truc pas ouf, il accepte pas ma pathologie, salut quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens, oui, que j'ai été rejetée parce que j'étais une enfant de la Lune.
Mais il y en a, ils sont venus vers moi parce que j'étais une enfant de la Lune. C'est en mode, Ouah, t'es tellement rare, t'es tellement Ouais. unique. Dis, t'es une enfant de la Lune, moi je suis un enfant du Soleil, on va faire une éclipse. Tu vois? Mais genre, il y en a, ils ont des disquettes et tout ça. Et ça, je trouve ça trop mignon et inspirant. Genre, ouais, il y a des gens qui, genre, le fait que je suis une enfant de la Lune, eh ben, ils trouvent ça super inspirant, ils sortent des disquettes, C'est trop bien. je sais pas, ils disent ça, ah mais c'est, genre à un moment il y en a un, mais après c'était un lourd, hein. Il m'a fait, ah mais ça veut dire que tu restes à la maison, tu bouges pas. Ça t'arrange, genre. Alors là, je sais pas Je sors comment que la nuit, t'expliquer. je sors que le soir. Je Fais vais pas gaffe. t'expliquer, mais en vrai, quand tu penses à une enfant de la Lune, c'est quelqu'un de casanier et tout. Mais Ouais. j'ai rien de casanier. Ah ouais, tu fais la fête et tout? Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens Genre, t'aimes bien sortir, je quoi. sors tout le temps. Ouais. Je suis tout le temps un moment en Algérie, un moment, Ouais, tu voyages et tout. un moment à Paris, un C'est trop moment bien à parce que tu Saint-Étienne, t'empêches pas de vivre ta vie, en Non, fait, tu vois. je suis vraiment, oui, après, oui, j'ai Aïcha la nuit aussi, hein, je vis. Oui, Mais voilà. coucher du soleil, je suis dehors. Quand tu portes ce masque, est-ce que tu as des enfants qui te disent « Oh, c'est un astronaute » ou truc comme ça? C'est quoi pas les que les réflexions que enfants. Généralement, ils pensent que c'est un déguisement Je te jure. d'astronaute. Ah ouais? Généralement. Waouh, ok. Mais après, moi, j'ai un peu changé ma vision par rapport à ça. J'ai toujours eu un style très fonctionnel depuis, depuis ma naissance jusqu'à mon lycée. En fait, je m'habille pas pour mon style, je m'habille pour mon handicap. Ça veut dire que mon objectif, Mais franchement, t'es grave stylé, hein, ta veste Attends, et tout. j'ai glow up un peu, hein, quand même. Ouais, non, t'es grave stylé. Tu t'habilles bien. C'est que avant, genre juste, il fallait que ma tenue soit anti-UV, c'est tout. Ça veut dire que si je prends un vieux pantalon et un vieux t-shirt ou je sais pas, tant que ça me protège, eh ben je suis contente. Et en fait, plus le temps passe, plus en fait ça va. Je suis à l'aise avec. Je prends du temps pour mesurer s'il y a des UV qui passent. Comme là, par exemple, ce pantalon, il est anti-UV. Ça se voit pas. Wow. Il est assez léger en Tu plus. fais Hein. pour t'acheter des vêtements anti-UV Mais comme ça? c'est même pas ça. C'est genre il faut les vérifier à chaque fois. Mais comment tu fais pour vérifier? Il y a un dosimètre. Après, il est dans mon Comment ça sac. s'appelle ça? Un dosimètre. C'est une sorte de télécommande qui me permet de voir s'il y a des UV ou pas. Ah ouais? Attends, tu peux ramener son sac derrière? Il est sur la chaise. Non. Ah ouais, c'est ça donc du coup? Ouais. Un dosimètre. Mais c'est génial, il y a des petits enfants de. Tu restes maintenu et là tu verras qu'il est à 0. Ah, il y a 0. Ah ouais, il y a 0. Du coup, je peux enlever mon masque. Donc à chaque fois que tu vas quelque part, t'emmènes ton dosimètre. C'est pour ça et tu calcules les UV. Genre par exemple, c'est pas quelque chose qui va m'éviter de voyager, de travailler, de faire les choses. Juste, je vérifie s'il y a des UV. Là, je peux l'enlever. Mais si par exemple chez toi, il y aurait des UV, je pourrais pas l'enlever. Ah, c'est pour ça que tu as vérifié. C'est comme ça que tu as vérifié en rentrant à la maison. Mais après, là, j'ai un détecteur. Hein. Je sais maintenant à l'œil nu à peu près s'il y a des UV ou pas. Puis après, bon, et si j'ai un doute, je vérifie. C'est bien protégé. Mais après, là, oui, chez toi, il n'y avait pas. Y a-t-il un endroit sur Terre où tu ne peux pas aller, c'est sûr? Mon gros truc, c'était le ski, faire du ski avec mon masque. Alors, les UV au ski, toi, oh là 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 là. Mais non, mais moi, je porte mon masque. Dans la... non, je porte mon masque. Bon, je porte mon masque. Mais en fait, il y a le chaud et le froid. Et du coup, c'est de la buée. J'ai que de la buée, je skie à l'aveugle. Et genre, par exemple, il y a cette frustration aussi parce que je suis partie en famille. Mes frères et sœurs, ils sont partis le premier jour, ils ont eu la main, ils sont partis directement skier, ils sont déjà en piste rouge. Et moi, je suis là, trois jours après, je suis un danger public, je fonce sur tout le monde. Et j'ai pas encore bougé, je suis encore à la piste verte, mais ça va, je gère bien la piste verte. Bah c'est bien déjà. Mais après ça peut être dangereux pour toi si jamais t'as de la buée et que tu fais les pistes noires comme ça là. Non, mais j'ai essayé. À un moment, je me suis dit, allez, je vais me lancer à la piste bleue. J'ai regardé, j'ai fait la machine à rire. Non. Je me suis dit, laisse tomber. Vaut mieux pas. Mais c'est ce truc de, j'en ai un peu, j'en ai bavé, mais j'ai persévéré et maintenant je le fais. Après, Il n'y a pas des crèmes écran total que tu peux mettre ou faut vraiment le casque?
En fait, il faut savoir que la crème solaire ne te protège pas à 100% des UV. Ça te protège, hein, ça protège énormément une peau normale, mais la mienne, il faut vraiment... il faut que ça soit genre une protection à 100%, sûre à 100%. D'accord. Et la crème solaire, par exemple, il faut la renouveler tous les 2 heures. Après, ça dépend de la crème solaire. Il y a des crèmes solaires qui sont plus ou moins efficaces sur le long terme. Mais un enfant de la lune, genre par exemple, je sais pas, je mets de la crème sur mon visage, peut-être juste cette zone, j'ai oublié d'en mettre, et ben elle va se faire toucher. Tu vois, ça c'est le truc, on peut pas jouer avec ça. Ouais, je sais, ouais, tu vois. J'imagine. Ouais. Et du coup, au début, c'était ça quand j'avais pas de masque. Ah ouais. Maintenant, j'en ai un. C'est pas genre en soi la crème solaire. The sky is the limit now. Exactement. Et maintenant, en fait, la crème solaire, j'en porte, hein, mais c'est comme une protection secondaire. Genre, au cas où, bah là, par exemple, j'ai fait mes mesures, il n'y a pas d'UV, mais peut-être qu'une zone, je ne l'ai pas vue, par inadvertance. Au moins, j'ai de la crème solaire, une sorte de protection secondaire qui va me permettre de réduire les dégâts. Est-ce que tu as déjà eu... des regards bizarres ou des critiques dans la rue avec le casque et tout? Ça t'est déjà arrivé? Oui, tout le temps, hein, tout le temps. Genre, j'ai toujours le regard sur moi. J'ai même plus conscience de ça. C'est quand il y a genre je sais pas, je traîne avec ma sœur, des amis et tout. C'est eux, d'un coup, ils sont avec moi, et ben ils ont tous les regards sur eux. Et ça les déstabilise. Alors que moi, genre, j'ai l'impression mon cerveau, il fait le tri en mode va tout droit. Ignore tout ça, mais genre, j'ai vraiment premier degré aucune conscience de ça. Ouais. Et c'est vraiment quand je me concentre que je me dis ah ouais lui il me regarde, ah oui lui il me regarde. Ou des fois les gens ils bloquent, genre ils s'arrêtent comme ça sur la rue et ils me regardent. Ah ouais. Avec des gros yeux. Et on t'a déjà posé des questions. Ça va, tu vas bien. Après, oui, il y en a, ils m'interpellent en mode qu'est-ce que c'est, nanana. Ou ils me disent ouais, c'est le carnaval, c'est un astronaute, ainsi de suite, tu vois. Okay. Et là, en vrai, si j'ai le temps, oui, je prends le temps quand même d'expliquer. Et généralement, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. En fait. Parce que généralement, tu vois, ils font des blagues et à la fin, ils font oh, je suis vraiment désolée, tout ça, je savais pas que c'était une maladie, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, vraiment, je le prends vraiment pas, genre, à cœur. Et maintenant, genre, allez, après le lycée, j'ai appris à le mettre. Genre, comme vraiment un accessoire de mode. Ton meilleur ami, quoi. Enfin, ton accessoire indispensable. Ouais, c'est ça. Et parce que, comment ça s'est passé, cette transition? Parce que du jour au lendemain, on t'a dit, bah vas-y, tu vas devoir mettre ça. Comment tu l'as C'est pas du jour au lendemain. C'est parce que au début, depuis que je suis toute petite. Oui, mais au début. Mais, tu passes d'une burqa blanche en anonyme à ça. Je préfère ça. C'est mieux. Bah oui. Ok. C'est bien plus confortable de porter ça. T'as un petit ventilateur. Les gens, maintenant, on me reconnaît en tant que tel, tu vois. Alors qu'avant, un enfant de la lune, tu les dissocies pas. Alors que là, j'ai mon casque. Je le porte fièrement en soi. C'est quelque chose qui me protège. De ouf. Genre, je peux pas. C'est une bénédiction, quoi. Ouais, je peux pas mépriser ou genre. Il y en a qui me disent ah, mais vraiment, c'est chiant d'avoir ça. Je lui dis mais pardon, ça c'est chiant. Mais ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. Ça me permet de bouger, ça me permet de voyager, ça me permet de faire ma vie. Bah vas-y, je t'en prie. Tu veux qu'on fasse un test? Ouais. Et tu me dis c'est quoi ta sensation? Ah mais j'ai une grosse tête moi, ça me va pas. T'as une grosse tête? Moi, je pense que j'ai une plus grosse tête que toi. Ça va, alors je slay. Ça va? Ouais. Bah dis-toi, là, t'as pas la ventilation. Mais ça va, on voit bien de ouf. Oui. Mais j'ai passé mon permis avec. Hein. Mais ouais, franchement, ça va. Hein. T'inquiète. Mais dis-toi, la sensation avec la ventilation, c'est mieux. Ouais. Je suis toute décoiffée, du coup. C'est un peu les inconvénients aussi. Il nous accompagne et tout. Franchement, c'est la star de notre émission. Il est là, au milieu. Mais voilà, ça, c'est le genre de truc, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, c'est chiant, En fait, les gens sont curieux. Ça fait partie de toi. Et des fois, c'est une sorte de curiosité mal placée. Ouais. Je peux pas en vouloir les gens d'être ce qu'ils sont, tu vois. Mais pour autant, genre, mon objectif, c'est d'informer au maximum de ça et aussi de dédramatiser la chose. C'est que moi, j'en ai fait ma vie
Et je l'ai fait de façon positive, tu vois. Il y en a, ils ont un peu des fois des mal-être par rapport à ça. Et c'est parce que ils pensent qu'il y aura un remède. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de remède. Là, pour le moment, il n'y a pas de remède. Je ne suis pas dans l'espoir qu'il y ait un remède. Ça veut dire que je fais en sorte que ma vie soit adaptée à ma pathologie. Comme si tu ne l'avais pas, sauf que tu prends des précautions. C'est tout. Et du coup, au niveau, là tu m'as parlé de ta scolarité, etc. Niveau vie professionnelle, comment ça s'est passé ton entrée dans le monde du travail justement avec ça? Parce qu'on m'en a parlé de ta scolarité, etc. C'est relativement bien passé. Mais pour aller trouver un emploi, etc., comment ça s'est passé? Tu as déjà eu des entretiens qui sont mal... Pour valider mon DUT, il fallait que je fasse une période de stage. Et ce qu'il y a, c'est qu'on m'a conseillé de ne pas le dire tout de suite, que j'étais une enfant de la Lune. Et du coup, je passais mes entretiens par téléphone et tout ça. Et en fait, dès qu'ils me disent « Ah, votre profil nous intéresse », là, je leur dis « Je suis une enfant de la Lune, il y a peut-être des aménagements. » J'ai dit bien peut-être qu'il y a des aménagements à prévoir. Et quand on leur dit... il y a des professionnels, quand on leur dit aménagement, eux, ils pensent directement « Ah, ça va être compliqué, nanana », alors qu'en vrai, c'est des filtres anti-UV ou même des rideaux si besoin. Genre juste loin, positionner mon bureau loin de la vitre, par exemple. Et il n'y a pas d'aménagement spécifique, tu vois, ça dépend. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais du coup, généralement, quand je leur dis... qu'il y a des aménagements, eux directement, c'est compliqué, il y a des choses à faire, nanana, ça va, il y a des frais, je sais pas. Et pour un stage, peut-être que non, on peut pas. Comment t'as fait du coup? J'ai pu trouver par la suite quelqu'un qui n'est pas comme ça, une entreprise qui n'est pas comme ça. Mais par la suite, après j'ai fait 2 masters. Mon premier master, je l'ai fait en mode et communication. Et je me suis dit, j'en ai marre de faire des CV par-ci, par-là, de faire des entretiens pour avoir un job qui va pas, dont je n'ai aucune valeur dessus. Tu vois, ils peuvent me remplacer comme ils veulent. Je suis partie directement, téléphone, numéro, j'ai appelé une entreprise de vêtements anti-UV. J'ai pris, j'en ai acheté 3-4 produits chez eux. Je les ai testés avec mon dosimètre. C'est pas encore ça. Pour mon dosimètre. Et du coup, j'étais en mode, sachez que je fais de la communication, que vous avez besoin de communication et que figurez-vous que je suis une enfant de la Lune. Mais qu'est-ce que c'est un enfant de la Lune? Eh bien, sachez que c'est une allergie totale aux UV. Et figurez-vous que vos articles sont pas encore adaptés aux enfants de la Lune. Et je dis, mais attends... c'est intéressant, ça veut dire qu'on va évoluer, tu vois, et là, maintenant, ils m'ont pris... rendu indispensable. Voilà. C'est bien. Ils m'ont pris directement. Je leur ai même pas envoyé mon CV. Ils m'ont dit, viens, ainsi de suite. On a fait plein de projets ensemble. Et ça leur a permis, parce que je faisais que tester... En fait, je te disais que je teste tout le temps mes produits. Ouais. Et chez eux, j'étais tout le temps en train de tester les différents tissus et tout ça, pour qu'ils puissent, on va dire, progresser et tout ça. Et je leur ai fait leur communication et tout. Et le fait de donner un peu la parole à tous les gens qui sont sensibles aux UV aussi, tu vois. Ouais. Et parce qu'il y a d'autres pathologies, il n'y a pas que la mienne, c'est juste que la mienne, elle est vraiment extrême. Mais il y en a d'autres, des enfants de la Lune. Eux, ils ont fait des aménagements pour moi. Ils ont mis des filtres anti-UV. Je pense les lumières étaient déjà des LED, tu vois. Du coup, ils n'avaient pas à changer ça. Du coup, ça va. Et en soi, l'établissement était anti-UV. Du coup, même les toilettes, les trucs comme ça, tu vois, tout était anti-UV déjà, naturellement. Tu vois, il n'y avait pas d'aménagement de fou à faire. Et pour autant, j'étais leur élément de progression. Tu vois. En fait, le fait d'avoir aussi une équipe aussi qui est dans le même... qui cherche avec moi, c'est quoi le tissu le plus protecteur et tout. Dans la même dynamique. C'était trop bien. On va changer le monde. C'était vraiment le stage de fin d'études incroyable. Et jusqu'à maintenant, je travaille un peu avec eux.
Du coup, à chaque fois, on se Et donc là, avant, quand tu cherchais un stage, je me dis que tu étais dans une période de ta vie où tu as pris du poids, où tu te sentais pas bien. Je voudrais qu'on revienne sur cette période-là et qu'on parle de santé mentale un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Parce que c'est super important, en fait. Tu m'as dit que tu avais pris combien de kilos? 30 kilos en 3 mois. Comment ça se fait? Je sais pas exactement ce qui a fait le stress ou plein de choses. Et le fait aussi que j'ai changé, j'ai quitté Saint-Étienne pour aller à Grenoble pour mes études. J'étais contente, mais je sais pas exactement ma raison. Mais j'ai pris en... Genre, du coup, je sais pas comment ça s'est passé. 30 kilos en 3 mois? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que genre j'ai augmenté que de 5 kilos au départ. Après, j'ai eu énormément de négativité vis-à-vis de mes proches, en mode t'es grosse, tu fais pas d'efforts, t'es en train de faire attention à ce que tu manges, nana. C'est méchant, Et c'est à la chaîne, tu vois, c'est de l'harcèlement, tu vois, j'ai une limite. Et en fait, ça fait que moi, du coup, j'arrêtais de manger des fois, je faisais des régimes, je faisais des trucs et tout. Après, ça faisait qu'augmenter. Et quand j'étais à 90, en fait, ça faisait qu'augmenter. J'avais peur d'être à 100 à un certain moment, tu vois. Alors que j'essayais de faire attention à mon alimentation, des fois, je me privais énormément. Et le fait d'avoir toujours de la négativité par rapport à ça, je me sentais comme une merde, en mode je fais pas d'efforts, moi j'arrête de manger les 3 jours et le jour d'après je me tape un truc de fou, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que en fait je faisais de l'hyperphagie. Ça veut dire que j'en mangeais jusqu'à ça débordait, tu vois. Et en fait, au début, j'ai fait de la boulimie. C'est quand tu te fais vomir. Ouais, tu te fais vomir et tout. Mais ça n'a pas très longtemps. Moi, c'était plus de l'hyperphagie. Et je savais, genre, moi, je m'en voulais tout le temps. Mais je savais pas c'est quoi ces mots-là, hyperphagie et tout ça. Et du coup, à un moment, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui expliquait c'était quoi l'hyperphagie. C'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, en fait, c'est pas ma faute. Moi, je fais mon sport. Je fais attention à mon alimentation et tout ça. C'est juste qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui, au lieu de m'encourager, font le contraire, me rabaissent. Et du coup, j'ai pris des distances. Du coup, tu as essayé de combler un petit peu ton manque de confiance en toi dans la nourriture. Ce manque de confiance en moi, je le mangeais. Je le mangeais jusqu'à... C'est réconfortant la nourriture aussi. Mais oui. Tu vois, ça nous... T'es là, t'es en mode... tu sais quoi? Je suis contente. Je suis triste. Moi aussi, je faisais de l'hyperphagie à un moment donné, à plusieurs reprises. Mais bon, les 30 kilos en 3 mois, ça m'a surprise parce que... En fait, c'est ce truc de... Tu te regardes dans le miroir, tu ressembles plus à la femme que t'étais hier. Ah ouais. Ça, c'est un truc... C'est bien, t'as eu le déclic. Aux 90 kilos, t'as eu le déclic, quoi. Le fait de savoir ce que j'avais, ça m'a permis de me dire, bon, j'ai une maladie, il y a forcément un remède. Du coup, essayer de trouver des solutions et tout ça, parce que l'hyperphagie, c'est psychologique. T'as pris 30 kilos en 3 mois et tu les as gardés combien de temps et après, comment t'as réussi à les perdre? En fait, je les perdais et je les reprenais. C'est l'effet yo-yo, en fait, à chaque fois. Et du coup, voilà, je suis l'enfant de la lune, mais j'ai aussi des troubles alimentaires, ouais, t'as eu des soucis normaux. C'est un peu compliqué, ça veut dire que, genre, par exemple, j'ai jamais complexé de mes tâches, mais j'ai extrêmement complexé de mon corps. Genre, par exemple, le regard des gens, alors que les gens ils me regardent parce que je suis l'enfant de la lune, ça a jamais été un souci. Mais genre, d'un coup, mon cerveau, il se réveillait. Il disait, il y a tout le monde qui te regarde, c'est parce que t'es grosse, t'es moche, c'est pour ça. Et du coup, genre, j'avais ce discours dans ma tête à chaque fois. Et du coup, en fait, dès que j'ai su que c'était quoi, je me suis un peu j'ai remis de l'ordre un peu dans ma vie. J'ai pris des distances avec des gens qui étaient toxiques, là. Et ça s'est réduit tout seul. Trop bien. Ça s'est réduit. C'est horrible d'être avec des gens comme ça qui te rappellent sans cesse. Oui, mais au moins ça t'endurcit et là je suis contente de mon corps. Peut-être des fois ils veulent être bienveillants, mais en fait si c'est méchant. Ouais, ils disent c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, mais
faut trouver l'art et la manière de le faire, les amis. Hein, si jamais vous êtes confrontés à ce genre de choses avec des proches ou des amis, c'est vexant. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, hein, on parle un peu de moi. Je sais que c'est l'interview de Niel, mais je te fais un petit flashback de moi, de mon expérience en tant qu'enfant en surpoids. Moi, le stress, j'avais la boule au ventre quand j'allais chez mes tantes et chez la famille en général, tu vois. Parce que j'ai toujours ma tante qui venait, ah la grosse, ah viens, et me serrait les joues comme ça, tu vois. On m'appelait Bagra, Bagra en arabe ça veut dire la vache. Donc c'était violent, tu vois. Moi je comprenais tout et mon père et moi c'est vrai qu'on était archi proches et qu'on aimait bien aller au kebab. J'étais sa petite chouchou, il m'emmenait partout mon père. Et c'est vrai que mon papa, il était bien portant avant qu'il ait sa maladie. Il se portait super bien et moi aussi, je me portais super bien. Et après, quand mon père est décédé, là, quelques années, et à l'adolescence, ça fait... Genre, j'ai encore plus pris du poids. C'est-à-dire, j'ai essayé mon premier régime, j'étais en 6e, petit régime, j'ai réussi quand même à perdre 8 kilos en un été, quoi. Genre, c'était... Ouais, tu sais, j'ai fait quoi un moment? Ouais. J'avais mon appartement à Grenoble, j'ai vidé mon appartement. Genre j'ai vidé tout mon studio, j'ai posé ma carte bancaire chez mes parents, je suis venue à Grenoble pendant 5 jours, j'ai bu que de l'eau. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Ah ouais, mais c'est pas bien. Et tout le monde, ils étaient en mode, oh, t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri. Quand tu maigris vite, après tu reprends tout. 2 semaines après, j'ai tout repris. Bah oui, bah moi pareil, mon premier régime... Mais genre, c'est ce truc de... Non, en fait, c'est ce... Genre, j'avais conscience de l'effet yo-yo. Mais c'est ce truc tu reprends le pouvoir sur ton corps. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce truc de... C'est pas... Genre, j'avais l'impression d'être utilisée par la nourriture, alors que la nourriture, elle est vitale pour toi. T'es censée... Elle est vitale pour toi, bien genre, c'est juste mange bien. On te dit pas de pas manger, juste mange bien. Ouais. Mais bon... Dans ma tête, c'était pas si clair que ça. Pareil que toi, moi j'avais repris quand j'étais... en plus, moi, premier régime. J'ai quoi 6e, j'ai 11 ans, 12 ans, premier régime. Bah ouais, je crois que j'allais rester comme ça. Après, je me remets à manger normalement, les pâtes et machin. Et j'ai repris le double. Du coup, 5e, de la 5e jusqu'à la 3e, j'étais patate. Et après, voilà, je ne l'ai pas mal vécu non plus, mais si, je voulais quand même, voilà, être mince. Et en plus, j'étais très sportive, mais j'étais très costaud. Mais après, j'ai fait mes petits régimes, et voilà, quoi. Avec on est là. Wow. Voilà. Et c'est ça, le truc, c'est que toi, après, tu as une aussi dimension d'influenceuse sur tes réseaux, parce que tu fais de la photo. Tu as un physique atypique. Donc, je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'intéresserait aussi de percer dans des modèles artistiques, faire de la photo, peut-être de la figuration, des films, des trucs comme ça? Bah, en fait, ça dépendra des propositions. Ouais, hein. Mais toi, t'aimerais? Tu sais que, genre, moi, j'ai fait de la photo, par exemple, pour quand j'ai... pas ma perte, mais quand j'ai grossi, genre, le fait d'accepter son image, je l'ai fait aussi par la photo. C'est trop bien. Et c'est ça, et ce truc de... Je vous disais que moi, pour moi, mes tâches, bof, genre c'est normal, alors qu'il y en a ils trouvent ça trop beau, il y en a ils trouvent ça moche, ça chacun ses goûts, mais genre pour moi quand j'ai commencé à faire de la photo, c'est là où j'ai apprécié à sa juste valeur mes tâches, je me suis dit en vrai, il y a un délire. Un petit paquet en vrai. En vrai, mais moi, ce que je disais aussi, c'est comme si tu avais toutes les étoiles de l'univers, la carte des étoiles de l'univers, des constellations. Moi, j'adore les taches de rousseur. Je kiffe ça, je trouve ça trop beau. J'ai une copine aussi qui s'appelle Céline, elle en a plein, elle est trop belle et tout, et j'aime trop ça, quoi. Mais ouais, sache que là, tout ce qui est photo, vidéo, bah, c'est mon domaine. Hein, ouais. Et franchement, s'il y a des projets intéressants, je suis tout de suite. Contactez Niel, vous avez toutes ces informations. On va terminer cette interview en parlant bien sûr, du truc qui est très important, qui est fondamental dans tes actions humanitaires, tes voyages vers l'Algérie. Tu as fait pas mal de rencontres avec des enfants qui étaient atteints de la même maladie que toi. Déjà, première question, j'aimerais savoir s'il y a des discours, des témoignages de ces enfants qui t'ont touché particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu as déjà été aussi, dans une deuxième partie, été confrontée au deuil aussi de personnes qui sont atteintes de la même maladie que toi? Est-ce que ça t'est arrivé et comment tu l'as vécu? Sache que moi, après mes études, je me suis dit que j'aimerais bien, on va dire, j'avais en tête d'aider les enfants de la Lune, du monde entier en soi, si je peux. Et je me suis dit,
commencé par l'Algérie parce que je voyais pas s'il y avait une association ou pas qui se trouve en Algérie. Et ben, de par ton histoire personnelle aussi, on m'a contacté, une association en Algérie m'a contacté, mais elle avait peu de visibilité. Du coup, quand je les cherchais, je les trouvais pas. Et après, j'ai fait une rencontre à Alger. De cette association, des Enfants de la Lune et tout. J'ai même ramené ma mère avec moi et ça m'a fait mal au cœur. Et c'est une sensation extrêmement bizarre parce que... Donc tu as rencontré des enfants? Ouais, des enfants de la Lune comme moi. Parce que voilà, c'est pourquoi c'est bizarre, parce que on est comme... Genre, il est comme moi. On est né dans le même pays, mais pour autant, on n'a pas eu la même chance. C'était un enfant de la Lune qui a été abîmé par les UV. Ma mère qui était en larmes quand elle a vu ça, alors que, genre, c'est pas... Pour moi, c'était pas normal que de laisser faire ça. Le fait de... là, je parle de l'Algérie, mais il y a différents pays dont la maladie n'est pas reconnue comme telle. Et du coup, pour avoir des aides ou le masque comme celui-ci, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il faut les exporter et tout ça. Et du coup, c'est compliqué. Et aussi, un SMIC français et un SMIC algérien ou autre, pas pareil, ça coûte cher. C'est beaucoup plus cher les capacités. Sachez qu'un masque comme celui-ci, ça coûte quasiment 1 000 €. Vous vous rendez compte? 1 000 €? 1 000 € pour une famille qui vit dans la pauvreté et ainsi de suite, c'est énorme. J'avais vu la vidéo du petit garçon qui n'avait pas de copain et qui voulait aller jouer au foot et tout ça. C'est de lui dont tu parlais, qui était défiguré, qui avait le visage... Lui, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Mais genre, j'avais rien fait à ce moment-là. J'avais pas commencé mon truc. Dans ma tête, c'était en mode comment moi, en tant que personne normale qui a pas, comment je peux mettre en lumière et comment les aider en fait. Et du coup, j'ai mis en place une cagnotte et j'ai fait une vidéo par rapport à ça. En mode, c'est des enfants de la Lune qui sont dans l'ombre. Il n'y a pas de communication par rapport à ça. Ils n'ont pas de visibilité et du coup, ce manque d'information, ce manque de mentalité, de plein de choses font que leur vie est sacrifiée. Et le fait de les mettre en lumière, de leur dire ils existent et ils souffrent de cette pathologie. C'est ok, je suis une enfant de la Lune, ok, j'ai mon lifestyle et tout, mais pour autant, il y a des enfants de la Lune qui n'ont pas ce choix de se protéger ou non. Et qui tuerait en fait pour avoir un masque comme celui-ci. Et ça m'a fait ça m'a fait mal au cœur et ça m'a fait un sorte de déclic en mode il faut avancer, sinon il n'y a personne qui avancera. Et en fait, le fait que j'en ai parlé, il y a beaucoup, je m'attendais pas à ça, mais il y a beaucoup plus de gens qui connaissent, qui veulent participer à cette cause et tout. Et heureusement qu'ils sont là parce que le fait que la cagnotte elle monte, ça me permet de leur offrir des casques, d'en créer. Et là, on est en plein réalisation des masques et tout ça. Et j'espère que, par exemple, janvier, 50 masques vont être offerts. Et sachez qu'en France, on est 94, mais en Algérie, ils sont 350. Wow. Du coup, 3 fois plus. Et comptez, déclarez. Déclarez, parce qu'il y en a peut-être dans le désert et tout, on ne sait pas en fait. C'est ça. Mais en fait, des fois, ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'il y a des familles, peut-être qu'ils ont un enfant de la Lune chez eux, et ils ne savent même pas que c'est un enfant de la Lune. Et ils attendent qu'il crame, ou je ne sais pas, pour se rendre compte. Ils me disent « Oh, mais c'est bon, il a juste un peu de... » Il est un peu malade, quoi. Il tape fort, quoi. Ouais. C'est juste, en fait, il n'y a pas assez d'informations sur cette maladie, que ce soit même en France, on n'en sait pas énormément, et peut-être là-bas non plus. Et c'est sûr que je pense que tous les équipements, en fait, casques, dis-toi etc., ça vient qu'il y a vraiment un travail. Moi, je fais un travail
oui, production des masques, l'équipement, essayer de veiller qu'ils ont tout le package d'un enfant de la Lune, que ce soit les filtres anti-UV pour chez eux, le masque, les gants anti-UV, la crème solaire, des crèmes hydratantes, pour les yeux aussi, sécheresse oculaire et tout ça, il faut tout. C'est une maladie qui... Il y a un budget à avoir, quoi. Quand on l'a pas, et ben c'est très très compliqué. Et on peut... Genre, même la vision de l'enfant, elle est un peu brouillée. Genre, des fois, je leur dis, tu veux faire quoi dans la vie? Ils ont du mal. Bah ouais, parce qu'ils savent pas. Ils disent, bah non, je reste à la maison et c'est tout, quoi. Ils ont même pas de perspective d'avenir. Et il y en a, ils disent, ouais, j'aimerais faire ça, ça. Et je préfère qu'ils ont cet espoir je sais pas, genre la dernière vidéo que j'ai faite, c'était, je lui ai dit, ben, j'espère que tu seras pompier comme ton papa. Et ben, ça lui a redonné du courage. Alors qu'avant, sûrement, on lui a dit, ben non, tu t'arrêtes tes études, tu restes à la maison, de toute façon, tu sers à quoi, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses que, genre, surtout pour un gosse, comment tu veux qu'il évolue positivement? C'est quoi que positivement? t'as le plus touché dans tes... Il y a des histoires qui t'ont grave touché avec les enfants? Les trucs qui vraiment m'ont touché, hein. C'est à un moment, j'ai fait une visite de famille, j'ai vu un gosse dehors. Et genre, il avait 2 ans. Et j'ai regardé mon équipe, j'ai dit, c'est un enfant de la Lune, lui? Il m'a dit, oui, c'est un enfant de la Lune. Je l'ai attrapé. Je l'ai ramené directement chez lui. J'étais en mode, j'en ai rien à faire de... Les parents, ils étaient un peu gênés par rapport à ça, mais je suis en mode, là, vous laissez votre enfant mourir. Et en fait, ils étaient tellement... En fait, où ils habitent, là, en fait, à un moment, j'en voulais un peu aux parents de pas faire leur job, de pas protéger leur enfant, mais où ils habitaient, ils avaient 2 pièces. La porte, il n'y avait même pas de porte. Genre, c'était avec des draps et tout. J'étais en mode... Il y a des familles qui vivent vraiment en précarité. Il y a un gros travail. En fait, il y a un travail pour les masques. Mais il y a aussi un travail de travailler les mentalités et tout ça. Parce que il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas accompagnés, ils se sentent seuls en fait par rapport à cette pathologie-là. Et le fait de les accompagner, d'être solidaires, de leur apporter notre aide, fait qu'ils ont plus d'espoir. Et cette cagnotte, pour moi, ça leur apporte cet espoir-là. Et le fait aussi je fais mes petites visites annuelles. Genre à chaque fois, je fais ma visite d'enfants pour voir un peu leur évolution. Et ben, ça leur dit, ouais, voilà, vous n'êtes pas tout seul, on est là, on vous accompagne et tout. S'il y a besoin de quelque chose, on est là. Et je trouve ça très... ça remonte le moral. Voilà, ça remonte le moral aux parents, aux enfants. Et le fait d'apporter de l'espoir en mode ils peuvent évoluer. C'est pas une fatalité en soi. Il y a cette mentalité de c'est une fatalité, de toute façon mon enfant il va mourir, il est destiné à mourir, on est tous destinés à mourir, mais pour autant on va pas faire en sorte que ça se passe demain, quoi. Et ce truc d'être là pour eux. Et j'espère que nos projets vont arriver, vont aboutir. La cagnotte se trouve dans la barre de description, les amis. Si vous voulez faire un don à Niel pour sa cause, faites-le maintenant. Partagez la cagnotte à des amis et tout si son histoire vous touche. Voilà, et c'est avec des petits coups de pouce comme ça qu'on peut changer beaucoup de choses et surtout le quotidien de personnes dans le besoin qui n'ont pas accès aux mêmes chances et aux mêmes équipements que Niel. Là, par exemple, on a débuté la production de masques, mais c'est pas terminé. Il y a ça. Et oui, à offrir aussi. Ça coûte combien ça? 500 €. Et c'est pas remboursé par la Sécu, même en France. Même en France, ça pique. Ça coûte 500 €. 500 €. Et ça, le casque, donc le casque. Je peux même pas négocier le prix. Hein. Je peux même pas négocier le prix. Là, j'ai 1 500 € dans les mains. Voilà.
Alors imaginez, genre pour vivre quasi normalement, J'ai un genre ma vie. trop dans les mains. C'est fou, hein. Et en plus, des fois, genre à un moment, je l'ai perdu dans le train ou un truc comme ça. Maintenant, sachez que si je perds mon dosimètre, il y a ma carte de visite à l'intérieur. Ah ouais. Si vous trouvez un truc comme ça, sachez que soit vous le donnez aux enfants de la Lune, à l'association des enfants de la Lune en France. Il y a les contacts là-dedans. Sinon, si c'est la mienne, il y a ma carte de visite. Voilà. Comme ça, vous avez mon numéro, vous me la ramenez parce que 500 € quand même, ça pique. Et vous, ça et vous ne sert le à revendez rien. pas. Ne le revendez Ça pas. vous sert à rien. Ça vous sert à rien de toute Ça vous façon. sert à rien. Le Mais moi, Bon ça Coin, me... Tu vas voir ton dosimètre sur le bon coin. 300 €. S'il y a quelqu'un qui passe par là. Il n'y a personne qui le voudra. Mais genre, vous, bon, là, ça vous sert à rien, mais nous, ça nous change notre vie. Ouais. Et sachez que ça peut changer la vie de plus d'un. Et du coup, l'objectif, c'est que la cagnotte, elle monte pour que je puisse leur offrir ça. Là, pour le moment, je ne peux pas leur offrir ça. Participez à la cagnotte, les amis. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est super important pour Niel, pour qu'elle avance dans son projet humanitaire. Tout est des bonnes à prendre. Oui, tout est des bonnes à prendre, que ce soit 5 €, 10 €, 20 €. N'importe. Voilà. Et même, genre par exemple, vous pouvez me contacter si, je sais pas, vous voulez faire des dons de, je sais pas, de crème solaire, de crème hydratante, des choses comme ça, ou on peut faire des partenariats aussi par rapport à ça. Bien sûr, et, s'il y a une marque de cosmétiques aussi qui veut contacter Niel pour faire, bien sûr, des dons. C'est parce qu'il n'y a pas que la crème. Genre, en fait, ma pathologie, ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai, mais c'est pas uniquement... Le masque, il y a aussi tout ce qui est skincare. Moi, je suis pas quelqu'un qui me maquille de fou parce que je me suis dit, bon, j'ai commencé à mettre du fond de teint, ça n'a pas fait grand-chose. Mais le fait de juste m'hydrater la peau, de mettre les bons sérums, la bonne crème solaire et ainsi de suite, ça a permis à ma peau de se régénérer et d'être belle. Parce que c'est très sec. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Et c'est une peau, voilà, c'est une peau très très sèche. Et du coup, il y a besoin à chaque fois sa crème, ce truc et tout ça. Sinon, la peau peut tirailler et être beaucoup plus fragile et sensible aux UV. Voilà. La question que je te posais aussi tout à l'heure, c'est est-ce que tu as déjà été confrontée au deuil de personnes qui sont décédées de ta pathologie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'ai une personne que j'ai connue grâce à l'association des enfants de la Lune en France qui est morte et elle avait 20 ans en France. Je la connaissais pas trop, c'est pas genre c'était pas quelqu'un de très très proche, mais j'ai évolué quand même avec elle et j'ai eu un sorte de déclic il faut que je fasse attention à tout. C'est réel quoi. Genre en mode elle avait son casque, elle avait son truc et tout, mais pour autant, je sais pas en vrai les complications qu'elle a pu avoir. Mais elle en est morte. Et du coup, c'est ce truc de... Moi, maintenant, genre, je sais pas, des prises de sang, j'en fais tous les 3 mois pour être sûre que tout aille bien, tu vois. Genre, on peut faire de l'anémie. Moi, je fais de l'anémie, par exemple. Ça, c'est ce truc de... Il y a une autre enfant de la Lune qui est assez célèbre. Elle s'appelait Fatima Zahra, je crois, elle s'appelle comme ça. Elle faisait beaucoup d'informations et tout ça. C'était une Marocaine. Et elle en est morte. Elle est morte d'anémie sévère par rapport à ça. Tu vois, c'est pas forcément la pathologie, mais ça rend sensible à d'autres pathologies. C'est comme toutes les maladies orphelines. Hein. Après, ça peut découler sur un autre truc. Quoi. Et du coup, l'idée, c'est... Voilà, maintenant, je suis devenue... je pensais que j'étais rigoureuse. J'ai encore amélioré certaines choses et tout ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, on est tous destinés à mourir de quelque chose, mais moi, je fais en sorte de ne pas mourir de ça. J'espère. Et l'idée, c'est voilà, de me mettre en priorité. Si tu veux, on peut finir avec une petite anecdote. Bah oui, finissons. Sachez que mon niveau de « je me priorise avant tout », c'est dans ma tête, c'est ancré en moi. Hein, si tu te priorises ma santé avant tout. Ouais. Sachez que en juin, j'ai fait un voyage au Maroc. Je suis partie, j'ai pris mon vol vers 4 h du matin, il faisait nuit, tu vois. Du coup, j'avais pas mon masque et j'étais un peu somnolente. J'ai posé mon masque en soute. Mais comment t'as fait? Du coup, j'étais dans l'avion, j'étais...
Attends. Il fait chaud là, oh là là, oh là là. Non, j'étais dans l'avion, j'étais dans le truc, et j'étais en mode, on fait quoi? Mon masque, il est où là? Il est dans la... Je fais comment? J'ai dit, je vous jure que je ne sors pas de cet avion si vous me le ramenez pas. Je sais que c'est ma bêtise, hein, mais je sacrifierai pas ma santé pour vous. Pour ça, j'ai appelé l'équipe de bord et tout. Je me suis mis de côté. Ils ont fait sortir tout le monde. Quand je suis rentrée, j'étais au Maroc. Et ils sont partis récupérer mon bagage, me le ramener et j'ai pris mon masque. Mais sinon, je vous jure que je sors pas d'ici si j'ai pas mon masque. Mais ça va pas. Il fait 40 degrés là. Ah ouais. C'est malade, je ne pourrais jamais sortir. C'est la période où t'es allée. Je sortirais même pas, même s'il fait... je te jure, il y avait un UV, je sors pas. Je sors pas, j'étais là, j'étais en mode... Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Je sors pas d'ici. Sauf que moi, si je sors, je sacrifierais ma santé. C'est pas ma vie, mais ma santé quand même. Et du coup, moi, j'étais là et ils étaient très compréhensifs. Ils ont réagi? Ils étaient assez compréhensifs. Ils ont fait les choses assez rapidement. Et du coup, j'étais assez contente d'avoir voilà, ces personnes qui étaient bienveillants et tout ça, qui se sont dit, bon, il y a un problème, il y a une solution. Et c'est nous, ils n'ont même pas cherché à savoir comment, pourquoi et tout, tu vois. Genre, je leur ai dit, je suis une enfant de la Lune, j'ai une allergie totale aux UV, je ne sortirai pas. C'est même pas, oui, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être, je sors pas. Du coup, faites en sorte que si jamais tu n'avais pas eu ces mauvaises anecdotes, enfin ces histoires de cette jeune fille qui est décédée à 20 ans, etc., peut-être que tu aurais pris le risque ou c'est vraiment, t'as vraiment matrixé et tu es là en mode non, je ne sors pas s'il y a un... Je ne prendrai jamais le risque. Tu as raison. En fait, c'est un truc de... C'était dans les réseaux et tout, mais c'est vraiment... J'étais éduquée en mode, si je sors, je meurs. En soi, c'est pas je meurs, mais je vais mourir dans quelques années ou un truc comme ça si je me protège pas. Ouais. Mais pour autant, si tu mets pas ce casque, tu meurs. Moi, dans ma tête, c'est ça. C'est comme, genre, c'est à chaque fois que je sors, on va dire, c'est pas à chaque fois, je sors pas, mais on part du principe que je sors dehors, sans mon masque, alors qu'il y a des UV dehors, eh ben, je sensibilise ma peau et ma peau va me le faire regretter. Et j'envisage pas, il y a des enfants de la Lune qui mettent pas le masque, ils ressemblent à rien. Ils ressemblent à rien. Ils sont défigurés et tout. Ouais. Moi, tu sais que juste, à un moment, j'ai eu un cancer de la peau ici. C'était un petit bouton. Moi, je voulais l'enlever juste pour l'esthétisme. Hein. Le dermatologue ou le chirurgien, le chirurgien, il m'a fait 10 points de suture comme ça. Je ressemblais à Luffy dans One Piece. Ah waouh. Je te jure, je ressemblais à ça et j'étais personne à ce moment-là. Hein. Genre j'étais là, j'étais ma vie de mannequin ma vie de star qui. Mais là, on voit pas ta cicatrice. Eh ben, j'étais extrêmement démoralisée par rapport à ça et j'étais hyper rigoureuse sur l'hydratation de ma plaie, de bien la cicatriser et tout ça. Et là, ça se voit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais dis-toi, des fois, je me réveille le soir, quand je sens qu'elle est un peu sèche, à remettre de la crème, à bien faire pour que là, heureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vois rien. Mais sache que là, moi, je suis une personne qui se protège. Alors imagine si je ne me protège pas, ça serait ma vie de faire à chaque fois des chirurgies, d'enlever des lésions cancéreuses et ainsi de suite, parce que peut-être qu'il me l'enlève, et peut-être c'est pas un cancer en fait. Ou peut-être ça revient, tu vois, c'est plein de... Moi, par exemple, quand j'ai fait les 10 points de suture, ils ont commencé, peut-être vous allez revenir si le cancer... Parce qu'on parle d'un cancer, hein. Le cancer, il se développe super vite. Peut-être vous allez revenir. Déjà qu'ils m'ont charcuté comme ça. Imagine me recharcute. Là, heureusement, ça se voit pas. Mais non, en vrai, c'est très bien cicatrisé, je suis contente. Mais c'est vrai que tu dois tout le temps checker ta peau, toucher partout, si t'as pas Si je me protège pas, non, moi, genre, c'est très rare que j'ai des phases comme ça parce que je me protège. Mais si je me protège pas, ce sera tout le temps. Tout le temps
peut-être un cancer de la peau là, un cancer de la peau là, là. Il y en a, ils perdent leur nez, il y en a qui perdent leurs yeux, il y en a, ils sont aveugles par rapport à ça. Et ça, c'est le genre de vie. Non, je ne veux pas. Je préfère avoir une vie sans soleil et vivre bien ma vie. Et alhamdoulilah, ça va, genre physiquement, je vais bien. Et que vivre ma best life, ma one life plutôt. Sortir dehors et profiter du soleil qui, le soleil va te détruire, tu vois. Et du coup, c'est pas ma mentalité. Et je préfère, mon conseil, on va dire, pour cette fin de vidéo, c'est la persévérance. En mode, les gens, ils te disent non, tu persévères. Les gens, ils veulent pas être amis avec toi parce que tu es un enfant de la lune, change d'amis. Il n'y a pas de pourquoi, comment, c'est juste ils sont cons, ils sont débiles, tu changes d'amis, tu restes avec des gens qui sont bienveillants avec toi. Genre, Et que ce soit dans la pathologie d'être un enfant de la lune ou autre chose. Bah oui, ou autre chose. Dans tous les cas, ne restez pas avec des gens toxiques. C'est ce truc d'être avec des gens, genre... qui voient ta lumière et qui reconnaissent ta valeur. Voilà. Continue de briller, Miel. Comment tu te vois dans les prochaines années, du coup? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser, tes projets, tout ça? Moi, le fait de... Genre, j'aimerais bien être dans ce secteur-là, de protection solaire, d'être... Là, déjà, je prends mon rôle d'ambassadrice des enfants de la Lune très au sérieux, à faire des projets par-ci, par-là et tout ça, et aider des enfants de la Lune dans le monde. Tu vois, genre déjà, je travaille avec Uma Charity qui fait plusieurs dons à l'international. Et ça, c'est ce rôle que je prends très à cœur. Et moi, j'aide l'Algérie en priorité. Oui, mais mon objectif, c'est voilà, qu'on a fini l'Algérie, on fait d'autres pays et tout ça. Pour ce truc de... Il y a des enfants de la Lune qui peut-être pensent qu'ils sont tout seuls, alors que pas du tout. L'image des enfants de la Lune, pour moi, que je prends beaucoup à cœur, c'est être l'image de, je sais pas, d'une marque de skincare ou de vêtements anti-UV ou je sais pas, de lunettes anti-UV, je sais pas, n'importe. Mais genre juste... Toujours dans la direction d'aider les gens qui ont cette pathologie. Cette pathologie ou d'autres. Je sais que j'en ai connu plein je sais pas, quelqu'un a de la rosacée ou du lupus il y a d'autres pathologies qui sont très sensibles aux UV et juste t'es blanche de peau, tu te prends un coup de soleil au bout de 10 minutes, s'il te plaît, il faut te protéger, il faut pas que tu fasses... Dans tous les cas, il faut se protéger du soleil, les amis. Et même pour la skincare, pour le vieillissement cutané, il faut tout le temps mettre un indice minimum 30 tous les jours. Et moi, j'ai refait toutes mes crèmes, indice 30 tout le temps, tu vois. Donc, mais ça, c'est des choses qui sont indispensables. Et je me dis que c'est mon rôle aussi, en tant qu'enfant de la Lune, de sensibiliser les gens. De sensibiliser par rapport aux dégâts que les UV peuvent faire sur la peau. Et parce que moi, je suis, on va dire, un témoin parce que j'ai les conséquences des UV 4000 fois plus. Sur une peau 4000 fois plus sensible que la vôtre. Wow. Ça veut dire que là, en fait, vous voyez votre peau dans 4000 je sais pas, jours ou années, ou ainsi, je sais pas, voilà. Après l'exposition au soleil, ouais. Ok, ma chérie, mais écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Allez la suivre. Plaisir. Merci. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Abonnez-vous à Siam TV, les gars. Faites pas les crevards, s'il vous plaît. Je le dis jamais, ça en plus, je vous saoule pas. Je suis pas en mode, allez, abonnez-vous, pouce bleu. Non. Pouce bleu, si, quand même, un peu, la base. Mais abonnez-vous parce qu'on fait des émissions bienveillantes, on est dans le dialogue, on en apprend des choses. Et on reçoit des personnes qui vont changer le monde. Parce que moi, j'aime bien les gens comme ça, vous savez. Les gens comme ça qui ont une grande ambition et qui ont envie de faire du bien autour d'eux. C'est trop important de leur donner la parole. Et Niall, elle fait partie de ces gens-là. Merci, ma chérie. Merci à toi. Et, ça me fait plaisir. Et mettez de l'argent dans la cagnotte. Faites pas les crevards sur ça aussi. Voilà, juste 1 euro. 1 euro, 5 euros. C'est déjà bien ce que vous pouvez. Il y en a, je te jure. Moi, tu sais qu'il y avait quelqu'un... genre dans la rue, il m'a dit ouais je t'ai vu sur TikTok ou ainsi de suite. Il m'a fait, il m'a sorti un billet de 100. Il m'a dit fais-en ce que tu veux, mais va les aider. J'étais là, j'étais en mode wow. C'est abusé comment les gens ils ont confiance, tu vois, de ça, tu vois.
On ne Non, fait que imagine, faire. je pourrais faire un truc de ouf. Non, mais je pense pas, non. Tu Vu vois comment t'es rigoureuse dans ce que tu fais, moi j'arrive vraiment à sonder les gens. Mais vu je te comment jure, t'es ça rigoureuse me dans fait ta vie, plaisir, dans ce que tu fais, c'est impossible. Les yeux fermés, les gens, et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut.